en souvenir des pactes nickel qui ont été passés, le pacte nickel qui a été passé au moment des accords de Matignon. C'était pas rien, puisque c'était d'abord le fait pour les provinces et la Nouvelle-Calédonie de récupérer les compétences dont elles ne disposaient pas, et c'était pas une mince affaire à l'époque, parce que vous vous doutez bien que les industriels comme l'État n'étaient pas automatiquement favorables à ce que le pays récupère des compétences aussi sensibles. Et puis le pacte nickel de 88, c'est aussi la vente de la SMSP, soutenue et financée par l'État. C'était après AFD qui, à l'époque, avait permis de faire en sorte que la province Nord puisse s'investir dans le secteur minier et dans une perspective métallurgique. Le pacte nickel, je pense à celui de l'accord de Nouméa. Là aussi, ce n'était pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette, puisque le pacte nickel de l'accord de Nouméa, c'est la participation du pays au capital de la SLN à hauteur de 31, ensuite 34%, dans une perspective à 51. Le pacte nickel de l'accord de Nouméa, c'est la cession du massif du Cognambou pour la réalisation d'usines du Nord. Le pacte nickel de l'accord de Nouméa, c'est les 4% au sein des ramettes et les 2 sièges d'administrateurs qui vont avec, qui ont permis à un certain nombre, dont Louis Mapou ou moi-même, de défendre les intérêts du pays, de défendre les intérêts de la SLN. Alors, quand on juge ce pacte nickel à l'aune des grands anciens, on se dit que le pacte qu'on examine est un pacte qui est très, 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 très loin d'être à la hauteur des enjeux économiques et politiques qui sont ceux de notre pays aujourd'hui. Et pourtant, je vous le dis à titre personnel, en ce qui nous concerne, à Calédonie Ensemble, on considérait vraiment que le décor qui était planté était un décor hyper favorable pour un pacte nickel à la hauteur des enjeux de notre pays. On avait le président de la République, quand même, c'est pas rien, qui est venu ici, qui dans son discours Place des Cocotiers nous a dit, je le cite, « Je vous dis avec force, le nickel est une richesse pour la Nouvelle-Calédonie », et il complète, « et un enjeu majeur stratégique pour la France et pour l'Europe. » Et un enjeu majeur stratégique pour la France et pour l'Europe. C'est pas rien quand même, cette parole du président de la République. Chez nous, on avait dans le cadre aussi le plan France 2030, qui est un outil extraordinaire, doté, lui, de 54 milliards d'euros. C'est pas rien, 54 milliards d'euros, dont l'objectif est la réindustrialisation de la France, l'amélioration de la compétitivité industrielle. Le premier levier du pacte France 2030, du plan France 2030, c'est, je cite, le premier levier sur les 6 leviers, l'accès aux matières premières. Ah, je me dis, entre les déclarations du président de la République, le pacte, le plan France 2030, vraiment, on est juste dans le créneau, quoi. On va faire un pacte nickel, ça va être quelque chose quand même. Et puis alors, cerise sur le gâteau, formidable, le Parlement européen. Parlement européen qui, dans une loi adoptée le 7 décembre 2023, donc toute récente, là je me suis dit, ça va encore nous aider. Hein. Là c'est formidable, là franchement, c'est une autoroute. 7 décembre, le Parlement européen dit que le nickel, avec d'autres, le lithium et quelques autres matières premières, relève désormais à la fois de la liste des matériaux critiques, mais aussi de la liste des matériaux stratégiques. Je cite Thierry Breton, commissaire français, commissaire européen au commerce intérieur, qui dit « Cette loi du Parlement européen doit nous éviter des ruptures d'approvisionnement dans ces matières premières qui sont indispensables à la transition écologique et numérique de l'Europe. » Il dit également « Nous devons pas nous retrouver dans des situations de dépendance indésirables », faisant référence implicitement à la Chine, bien sûr. Donc, quand tout ça a été posé sur la table, je me suis dit, Louis Mapou, il va ressortir avec un pacte nickel, rien qu'avec le pacte, il va gagner les élections.
Alors là, c'est pas parti pour, Louis, je te le dis. Avec ce que tu nous ramènes au Congrès. Je sais même pas si à IAT ça peut faire la blague, hein, je pense pas, tu vois. Bon. Et donc, on a ce cadre, et puis on a aussi des déclarations. Enfin, moi, je fais toujours attention aux déclarations des responsables politiques nationaux, parce que s'ils sont à ce niveau de responsabilité, c'est pas par hasard. Et quand ils disent des choses importantes sur la place publique, on doit les prendre en considération. Et le ministre de l'économie et des finances, avec lequel vous avez des contacts fréquents, d'après ce que j'ai compris, nous a indiqué que l'État actionnaire, très important l'État actionnaire, hein, je rappelle qu'il y a l'Agence des participations de l'État, qui est dirigée d'ailleurs par quelqu'un qu'on connaît très bien, Louis et moi, puisqu'il a siégé au sein du conseil d'administration d'Eramet, le directeur, Alexis Zajdenberger. Et le ministre de l'économie et des finances dit « Les décisions de l'État actionnaire, je le cite, sont fondées sur des logiques de souveraineté économique et de consolidation de filières, formidable, au-delà des seuls enjeux patrimoniaux et de rentabilité, contrairement aux investisseurs privés. » C'est-à-dire que la France, quand il s'agit de sa souveraineté, c'est pour ça que le ministre est aussi ministre de la souveraineté industrielle, les mots ont un sens, elle ne transige pas, même si la rentabilité n'est pas au rendez-vous. Et donc, quand on a ce cadre-là, on se dit, le gouvernement va revenir avec un pacte nickel qui, franchement, ça va décoiffer. Là, non seulement la France va s'investir, elle va s'investir au travers de l'Agence des participations de l'État, on a quand même les deuxièmes réserves du monde de nickel, ils veulent réindustrialiser la France. La Nouvelle-Calédonie, c'est la France. Ils veulent assurer la transition énergétique, écologique et numérique de l'Europe. Ils ont besoin du nickel. Franchement, on est là, on est parfait. Et puis à la sortie, on a ce pacte qui nous est présenté. Et là, je dois dire, comme disait ma grand-mère, je suis tombé de la grande chaise. Qu'est-ce que je vois? C'est un pacte à la fois surréaliste, et ne le prenez pas pour vous, Monsieur le Président, ni Monsieur Thuénon qui est en charge du secteur, hein, c'est vraiment, il n'y a rien de personnel là-dedans, mais c'est à la fois surréaliste et inique. Alors surréaliste, c'est les engagements des industriels. Alors ça, c'est... On se demande, non mais on dit c'est pas possible, on vit dans un monde parallèle entre ceux qui ont rédigé ce pacte et nous. Les engagements des industriels. Et on nous dit que les industriels s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour atteindre leur capacité de production nominale. Depuis 15 ans, ils font quoi? Ils n'essayent pas de l'atteindre, la capacité de production nominale. L'usine du Sud, dans le meilleur des cas, elle est arrivée à 37 000 tonnes pour une production nominale de 60 000, et ça fait 15 ans qu'ils essayent d'atteindre leur production nominale, et il est acté maintenant définitivement qu'ils ne l'atteindront pas, puisque même dans le plan Mornay de 2021, il était prévu 45 000 tonnes pour 2024. Bon, donc, l'usine du Nord, elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour atteindre sa capacité de production nominale, quitte à réinvestir $1 milliard pour refaire les fours. Ils n'ont jamais dépassé 23 000 tonnes, je crois. Quant à la SLN, elle a atteint dans le temps sa capacité de production nominale entre 55 000 et 60 000. Mais hélas, ces dernières années, elle est descendue jusqu'à 39 000 tonnes. Bon. Donc, atteindre la capacité de production nominale, c'est comme une déclaration « j'aimerais qu'il fasse beau », quoi. Voilà, c'est un truc à peu près du même acabit. Mais encore ça, à la limite, c'est un détail. Mais alors, ce qui est fascinant, c'est que les industriels s'engagent à investir dans l'appareil productif et à moderniser l'outil de travail. C'est-à-dire qu'on a Glencore, dans le Nord, qui a dit 6 mois mis en sommeil et je cherche un repreneur et il faut que j'en trouve un dans les 6 prochains mois, avec bien sûr le partenaire SMSP, ok. Il y a Trafigura qui est déjà parti, donc là il n'y a plus d'industriel. Hein. L'État a nanti les parts, je rappelle, pour le prêt. L'État a prêté et a nanti les parts. En réalité, c'est une nationalisation déguisée. Hein. À la sortie, si les prêts ne sont pas remboursés, c'est l'État qui devient propriétaire. Bon. Donc Trafigura, il est parti. Ils ont signé quoi, là en bas à droite? Ils n'ont rien signé. Prony Ressources qui signe, donc il n'y a aucun investissement d'aucune sorte. Quant à la SLN, c'est encore mieux. Ils ont dit, au niveau des ramettes, on n'investira rien. Mais rien. Ils l'ont dit, répété.
conseil d'administration du 3e trimestre 2023, publié partout dans le cadre des informations officielles et publiques qui doivent être données lorsqu'on a un cours, une société qui est cotée en bourse. Ils ont dit on n'investira rien du tout, mais pas un rond, même pour réinvestir dans la MAT et l'usine de fabrication de MAT qui demande 2,7 milliards CFP. Ramet, il a dit non, on n'investira pas, rien. Débrouillez-vous mieux. Christelle Boris avait un coming out mondial. C'est formidable quand même. Coming out mondial. Moi, je le savais depuis 12 ans hein, que la volonté des Ramet, c'était de lourder la SLN, hein, comme ils ont lourdé les aciéries, comme ils ont lourdé Sandouville, etc. Hein. C'était l'aube d'une nouvelle ère, hein, pour reprendre la communication du groupe. Et ben, donc, elle l'a dit, la Nouvelle-Calédonie a vocation à devenir un territoire purement minier. Ben, ça veut dire quelque chose, ça. Il faut arrêter avec les fonderies qui perdent de l'argent. Monsieur le Président, il faut arrêter avec les fonderies qui perdent de l'argent. Il faut se réorienter. Elle nous donne des conseils au qu'on n'a pas bien compris, on n'a pas le cerveau suffisamment irrigué. Il faut aller vers l'agriculture et le tourisme. Mais vous attendez quoi, monsieur Mapoul, pour aller vers l'agriculture et le tourisme? Financial Times, c'est pas beau, ça? 2024. Et donc là, ici, ils vont signer. Jérôme, le directeur, là, il va signer en bas à droite, là. Je m'engage à investir. Non, mais on se moque de qui? Ça, c'est le côté surréaliste, monsieur le président du pacte. C'est le côté surréaliste, mais je dois dire que fallait oser l'écrire quand même. Hein. Ça a été osé. Je sais que vous ne tenez pas le stylo là-dessus, même si vous faites des propositions, mais fallait oser l'écrire. Ça, donc, des industriels et des actionnaires s'engagent à investir alors que les industriels veulent se barrer et les actionnaires ne veulent plus mettre en rond. C'est notre pacte nickel. Bon. Donc ça, c'est la première séquence qui est déjà pas mal. Et puis la deuxième séquence, c'est l'engagement de l'État. Et là, on est censé dire merci. Hein. Il faut dire merci, il faut être poli. Hein. Merci de nous aider. Mais comment on peut dire merci? Merci de quoi? Et la situation? L'État a aucune responsabilité dans la situation dans laquelle on est, là? Ils étaient à côté, ils ne regardaient pas au moment où ça s'est passé. Enfin, c'est invraisemblable. La situation dans laquelle on est en ce qui concerne de la SLN et de la responsabilité pleine et entière de l'État. L'État est bien actionnaire des Ramet à hauteur de 27%. Oui ou non? Est-ce que c'est un sleeping partner ou est-ce qu'il ne vient pas au Conseil? Moi, je sais qu'il vient au Conseil et je sais ce qu'il défend. Donc, la responsabilité aujourd'hui de l'État dans la situation de la SLN, avoir distribué 100 milliards de dividendes en 2012-2013, alors que les cours s'étaient déjà retournés, puisqu'en 2013, ils distribuaient des dividendes et la SLN perd 25 milliards. Hein. Avoir arrêté les projets de centrales électriques, on est responsable sur les centrales électriques, c'est quand même formidable ça. Ils ont lancé un premier projet avec l'autorisation d'ouverture de la centrale, l'arrêté ICPE de la province en 2009, j'en sais quelque chose, j'étais président. On leur a donné l'arrêté, ils ont arrêté l'investissement, ils ont repris le dossier jusqu'en 2014, et là aussi, ils ont arrêté aussi 2014-2015 l'investissement. Donc, leur responsabilité, le courant est trop cher, mais qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il soit moins cher? Vous avez vous-même arrêté les investissements que vous deviez décider, que vous n'avez pas amené. Est-ce que la Nouvelle-Calédonie n'a pas accompagné la SLN? On n'a fait que ça, l'accompagner. Les 4 millions de tonnes autorisées par le gouvernement germain, parce qu'on nous expliquait qu'avec les exportations, on allait pouvoir équilibrer les comptes. Les 2 millions sous les hurrahs de la foule par le gouvernement Mapou. Les efforts des syndicats de salariés, je rappelle qu'il a fallu réorganiser le travail au sein de l'usine, qu'il a fallu réorganiser avec les 147 heures le travail sur les centres miniers. Les efforts qui ont été faits par Enercal. Enfin, qui n'a pas fait d'efforts? On a passé 12 ans à faire des efforts au profit de la SLN. Et eux, quand ça ne marche pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils tendent la main? C'est la Nouvelle-Calédonie, c'est l'État, mais eux, jamais rien. Ils tendent je sais bien, puisque j'ai géré l'affaire
des difficultés de la SLN, qui est une série avec 155 épisodes. À l'occasion, lorsque Manuel Valls était Premier ministre, ben là, ils ont distribué 100 milliards de dividendes. 2 ans après, ils n'ont plus de sous. Qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent à l'État de les aider. Qu'est-ce que fait l'État? C'est 220 millions d'euros d'apport. C'est le prêt qui a servi à la SLN, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui. Donc, la responsabilité de l'État est immense. Si aujourd'hui, la SLN Eramet investit 240 milliards de francs CFP sur 3 ans, 240 milliards en Argentine, au Gabon et en Indonésie, mais pas en France, pas chez nous. Ils investissent partout dans le monde, sauf chez nous, sauf en France. C'est quand même invraisemblable. Aujourd'hui, en réalité, ce qui n'est pas dit, mais ce qui devrait être assumé, c'est qu'en réalité, ils veulent surtout aller investir ailleurs. Et ils sont en train d'investir en Indonésie, avec un grand groupe allemand, 2,6 milliards d'euros. 2,6 milliards d'euros pour réaliser une usine métallurgique ayant vocation à produire à hauteur de 60 000 tonnes du nickel batterie. Et en plus, ils veulent émarger au plan France 2030, même si c'est en Indonésie. Il n'y a pas de raison, hein. Il n'y a pas de raison. Donc la responsabilité de l'État sur le dossier de la SLN est pleine et entière. Donc la moindre des choses, c'est que l'État assume ses responsabilités dans ce désastre. Même chose en ce qui concerne l'usine du Sud. Ben, vous savez que je suis désolé qu'un certain nombre ici soient signataires de cet accord historique qui est mort 3 ans après. Accord historique mort en 3 ans. C'est l'histoire la plus courte du monde, là, hein, quand même. L'accord historique de l'usine du Sud, c'est quand même invraisemblable, cet accord-là. Mais ça a été validé par l'État, tout ça. Ça a été validé. Le montage avec Trafigura à 19%, qui ne met rien dans la boîte et qui ne prend aucune responsabilité. Les contrats de commercialisation du minerai réservés à Trafigura dans des conditions où, pendant 3 ans, ils ont gagné 15 milliards, pendant que Prony Ressources en a perdu 27 milliards. Le management à 13%, à 30%. Tout ça, ça a été validé par l'État. L'État, il a même mis 60 milliards de francs CFP dans cette affaire, qui se sont surajoutés aux 50 milliards que laissait Vallée. Et on allait faire Lucie. Tiens, Lucie s'est interrompue, au fait. L'investissement est arrêté, c'était quand même le sujet majeur. Donc l'État est pleinement et entièrement et totalement responsable de la situation sur la SLN comme sur l'usine du Sud. Donc la moindre des choses, c'est au moins d'assumer ses responsabilités dans les désastres auxquels nous sommes confrontés. Quelle est la part des Calédoniens dans ce désastre? À part d'avoir essayé d'accompagner au mieux la SLN comme l'usine du Sud. En ce qui concerne l'usine du Nord, elle coûte rien dans le pacte, hein, puisqu'elle est mise en sommeil. Donc puisqu'elle est mise en sommeil, le chèque énergie qui va être versé à l'usine du Nord, je ne sais pas de combien il va être, mais il ne va pas être énorme, hein, puisque... Donc, conclusion, en ce qui concerne l'État, la moindre des choses, c'était d'assumer les responsabilités. Et je ne vois pas en quoi on dirait qu'un État qui assume ses responsabilités, il doit avoir droit à des couronnes de fleurs. Non, il assume ses responsabilités, c'est la moindre des choses. Et puis alors tout ça, les engagements des industriels qui n'en sont pas et les engagements de l'État qui assume ses responsabilités, tout ça en réalité, ça vise à habiller la dernière partie du pacte. Tout ça, c'est juste pour habiller la dernière partie du pacte. D'ailleurs, il y a 5 pages sur la Nouvelle-Calédonie, 1 page sur les industriels, 1 demi-page sur l'État. Hein. Et la dernière partie du pacte, en réalité, c'est les lois Biot bis repetita placent. On peut prendre ça comme on veut. Au total, c'est la reprise par l'État de la compétence en matière minière. Avec 2 sujets. Premier sujet, on vous demande d'exporter, de pouvoir exporter pour le minerai extrait des réserves métallurgiques. Pour qui? Pour qui? Pour l'usine du Nord? L'usine du Nord a toujours dit ça ne nous intéresse pas, ça a encore fait l'objet d'un débat récemment, c'est pas notre sujet. Pour l'usine du Sud, l'usine du Sud, la question c'est comment ils finissent l'année. Je rappelle que pour exporter, il faut investir d'abord et il faut faire des travaux ensuite. Donc c'est pas demain que l'usine du Sud pourra investir quoi que ce soit pour pouvoir exporter du minerai brut.
Donc le seul objectif de cette dernière partie, c'est Thiebagui. C'est Thiebagui pour qui? Pour la SLN. C'est le seul et unique objectif de cette partie. C'est la demande répétée de la SLN de pouvoir exporter sur Thiebagui, c'est-à-dire de faire en sorte qu'en exportant le minerai, la Nouvelle-Calédonie permette aux industriels de continuer à ne pas mettre d'argent. C'est ça le sujet, puisqu'ils ne veulent pas en mettre. Donc, reprise des compétences en ce qui concerne la matière minière, dispositif sur lequel le directeur des mines d'énergie n'est pas revenu, mais il a raison, c'est de libéralisation des exportations. Enfin, il y a bien quelques cliquets qui sont mis, mais l'idée globale, c'est une idée de libéralisation des exportations, beaucoup plus de souplesse. C'est le mot qui a vocation à être utilisé pour permettre d'exporter où on veut, quand on veut, comme on veut. Voilà, c'est ça l'idée. L'idée, c'est quand même celle du territoire qui a vocation à devenir purement minier. Hein. C'est la trame, hein. La véritable trame, c'est celle-là. C'est pas autre chose. Donc, abandon de compétences en matière minière, et puis abandon de compétences en matière fiscale. Monsieur le Président, le Congrès n'aura plus à se réunir. Puisqu'on rend la compétence fiscale. On rend la compétence fiscale. Alors non, alors c'est pas bien sûr comme ça, puisqu'on nous demande de suspendre. Hein? Vous savez, la question de la suspension, c'est la taxe temporaire. C'est juste pour 2-3 ans. Hein. Puis la taxe temporaire, elle devient définitive, c'est un grand classique. Hein. Hein? Donc on suspend. Ben, on suspend tout ce qu'on a voté. Donc la redevance d'extraction, la taxe sur les exportations, la modiation, on suspend. Mais la modiation, nous, ça ne nous dérange pas, on a voté contre. Mais peu importe, le sujet, ce n'est pas le point de vue politique. Le sujet, c'est le principe institutionnel. C'est le Congrès qui est compétent. Donc l'État nous dit, ben voilà, il faut suspendre tout ça. C'est-à-dire, il faut suspendre des taxes que les industriels n'ont jamais payées. Et qui ne risquent pas d'être à l'origine de leurs difficultés. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Et puis surtout, comme si ce n'était pas suffisant, parce que franchement, il n'y a pas de raison de se gêner. Hein. Et là, on ne se gêne pas dans ce pacte. Hein. Comme si ce n'était pas suffisant, eh ben, on s'engage pour l'avenir à plus adopter de textes fiscaux qui pourraient alourdir les charges. Mais là, c'est que la métallurgie. Hein. C'est pas la mine. Hein. Ils n'ont pas osé quand même. Les petits mineurs, ils font 3 milliards de francs CFP en moyenne de bénéfices nets par an sur la décennie écoulée. Bon. Donc, abandon de souveraineté en matière minière, abandon de souveraineté en matière fiscale, et puis, la phase ultime, les Calédoniens, ben, il faut qu'ils payent. Il faut qu'ils payent. Ils payent quoi? Ben, ils payent 8 milliards. 2 points de TGC. Ben, il n'y a pas de raison qu'ils ne payent pas. Pourquoi les Calédoniens? Ils paieraient parce qu'ils sont ben, je ne sais pas, ils sont responsables peut-être. Enfin, la question, j'ai entendu le président qui a dit l'énergie, c'est de la compétence de la Nouvelle-Calédonie. Oui, monsieur le président, sauf que pour les usines, chaque usine avait sa centrale. Enfin, elle a été autonome parce que ce sont des industriels électro-intensifs, etc. Tout ce que le monde sait, chaque usine doit avoir sa centrale. Ils n'étaient pas alimentés par des moyens de production publics, exception en fait d'une infime partie au titre du barrage de Yaté. Donc, le prix de l'électricité qu'ils subissent, c'est lié à leurs errements en matière d'investissement ou à leur absence d'investissement en ce qui concerne la SLN. C'est pas lié aux Calédoniens, ils n'ont aucune responsabilité là-dedans. C'est pas lié aux institutions, on n'a aucune responsabilité là-dedans. Donc les 8 milliards qui sont demandés, ils visent simplement à faire payer aux Calédoniens ce que les industriels ne veulent pas payer. Donc Eramet ne veut rien payer. Il investit partout dans le monde, il investit mais il ne veut pas payer. Il ne veut pas payer pour la SLN. Trafigura, il ne veut pas payer, il n'a jamais voulu payer. De toute façon, il est parti. Eh bien, puisque les industriels ne veulent pas payer, les Calédoniens, ils n'ont qu'à payer, quoi. En plus des 20 milliards par an. Ils n'ont qu'à payer, ils n'ont qu'à allonger 8 milliards pour permettre à ces entreprises de faire leur fin de mois. Et attention, hein, les Calédoniens, il faut absolument qu'ils payent parce qu'il y a des milliers d'emplois en jeu. Hein. En plus, on met sur la tête des Calédoniens cette responsabilité-là, quoi. Si vous ne payez pas, bande d'irresponsables, il va y avoir de la casse sociale, il va y avoir des emplois qui vont disparaître. Et quelle est la responsabilité des Calédoniens dans cette déroute métallurgique?
c'est une déroute des industriels, c'est une déroute de l'État. 27% des ramettes, déroute de l'État, qui valide l'accord historique avec Trafigura. Mais les Calédoniens et les institutions calédoniennes n'ont pas de responsabilité là-dedans. Sans compter enfin, rappelons-le, que chaque année, au terme des exonérations douanières et des exonérations fiscales, c'est 20 milliards de francs CFP sur lesquels nous nous asseyons pour la filière métallurgique et minière de Nouvelle-Calédonie. On fait cadeau chaque année de 20 milliards. 20 milliards, c'est le rendement de l'impôt sur le revenu. 20 milliards, c'est le rendement de l'impôt sur les sociétés. Donc, ce pacte nickel, Monsieur le Président, nous considérons, nous, qu'il est inique, je l'avais dit en début d'intervention, qu'il n'est pas à la hauteur des enjeux que nous traversons aujourd'hui dans notre pays, qu'il n'est pas à la hauteur de notre histoire, les pactes nickel que nous avons signés. Au total, ce qui nous concerne à Calédonie Ensemble, il est hors de question que nous validions ce pacte nickel pour toutes les raisons que nous avons évoquées.